J'aimerais commencer en disant que je suis vraiment heureuse de me retrouver en territoire Innu, traditionnel, non cédé. Puis je tiens à remercier le peuple Innu de nous permettre de se réunir sur leur territoire dans le cadre de ce colloque. Donc, je sais qu'on parle d'histoire et de Nouvelle-France. En fait, je vais un petit peu clasher avec ma présentation, mais c'est quand même pour faire des liens avec l'impact que l'histoire peut avoir sur les réalités des enjeux autochtones aujourd'hui. Comment est-ce que l'histoire coloniale aussi vient teinter nos relations, puis comment est-ce qu'on peut les redéfinir à travers tout ça. Donc, c'est un petit peu la perspective de la présentation de Mikana aujourd'hui. Et en fait, je regarde là, mais je vous invite, si vous avez des interventions, des questions, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin, vous pouvez lever votre main, m'interrompre. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très à l'aise avec les questions, les interventions pendant la présentation. Et avant de commencer, j'aimerais peut-être présenter un court-métrage que Mikana a réalisé avec le Wapikul Mobile. Ce sont 4 femmes autochtones qui s'expriment en fait sur les stéréotypes, les préjugés auxquels elles font face dans leur vie quotidienne et qui le partagent disons, avec humour dans le cadre de ce court-métrage. Donc, on va commencer avec le court-métrage pour se mettre un peu dans le monde de la perspective Mikana. J'ai sauté un peu. T'aimais bien la musique. Puis, en fait, pour revenir un peu sur le contexte derrière cette vidéo-là, c'est moi et ma collègue de Mikana qui n'a pas pu être ici aujourd'hui finalement, elle s'en excuse, mais elle sera là demain pour la table ronde sur le développement de partenariat à la décolonisation de la recherche. En fait, c'est important pour nous, parce qu'on parle vraiment de parole et de réappropriation de voix, puis c'est important pour nous en fait, donner la voix aux personnes autochtones aussi pour un peu humaniser les enjeux. Puis on croit vraiment à l'importance du pouvoir, du témoignage, des expériences réelles vécues par les personnes autochtones, puis de les partager dans une perspective de sensibilisation puis de redéfinition de nos relations. Et aussi l'utilisation de l'humour comme point de rencontre, sachant que l'humour est aussi un excellent, un puissant moyen de guérison et de résilience dans les communautés autochtones. Puis je pense que c'est le militant humoriste autochtone Wapkinu qui avait dit que aussi tout dans la question de la réconciliation, en fait, la réconciliation ne pourrait pas se faire non plus sans notamment l'utilisation de l'humour. Donc, puis aussi pour finalement me situer là-dedans dans tout ça, parler peut-être un petit peu de mon parcours. Je suis née d'une mère Anishinaabe et d'un père québécois, donc toute ma vie, j'ai vécu dans 2 cultures complètement différentes. Ça a posé quand même assez de défis dans ma vie, mais finalement, je l'ai vu comme étant une opportunité de faire le pont entre les 2 cultures. Et aujourd'hui, après m'être impliquée, notamment pendant 8 ans, j'ai travaillé pendant 8 ans chez Femmes autochtones du Québec, je me suis impliquée pendant, en fait, dans la création de la branche québécoise du mouvement I Don't Know More. Je m'implique aujourd'hui dans Mikana et la sensibilisation, l'éducation sur les réalités autochtones, l'impact de l'histoire sur les réalités autochtones aujourd'hui et sur comment est-ce que c'est venu teinter nos relations et comment est-ce qu'on peut redéfinir nos relations à travers tout ça. Ça fait partie de mon quotidien et même au point que mon hashtag fétiche sur Twitter, c'est hashtag ma vie est un éternel atelier de sensibilisation. Et on peut passer à l'autre... Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un à mon service. Donc rapidement, dans le but aujourd'hui, ça serait peut-être vous présenter Mikana, c'est quoi notre vision, qui qu'on est,
rapidement aussi rappeler la diversité de la complexité des réalités autochtones, le lien avec l'histoire et des réalités contemporaines aujourd'hui, tout ce qui est question de réappropriation de nos voix, dans une perspective aussi de respect de nos droits, puis de redéfinition de nos relations. Et peut-être commencer rapidement à parler de décolonisation, mais peut-être plus en termes d'introduction pour la table ronde de demain, puis durant laquelle on aura la chance de peut-être discuter de manière plus approfondie sur ce concept-là, puis peut-être comment même qu'est-ce que ça signifie pour vous. Donc, Mikana, qui sommes-nous? Donc, on est un organisme sans but lucratif qui a été cofondé en 2015, donc par moi-même et une jeune femme inuit des territoires du Nord-Ouest qui s'appelle Mélanie Lumsden. Et elle aussi, en fait, elle est née d'un père belge et d'une mère Inuk. Et elle aussi, elle était un peu dans la même situation que moi d'agir, de faire cette espèce de pont entre les deux mondes qui sont complètement différents. Et je pense qu'elle aussi, elle a le même hashtag que moi, puis sa vie quotidienne, en fait, consiste à souvent rectifier les faits, sensibiliser les gens quand on attend des préjugés, des mauvaises conceptions sur les peuples autochtones. Donc, notre mission, c'est de sensibiliser, d'éduquer sur les réalités autochtones au Canada. Donc, on peut prendre aussi différents angles d'approche, dépendamment de qui est notre public, mais on anime beaucoup, pour l'instant, des ateliers dans les écoles, dans des groupes de femmes, des regroupements citoyens, etc. Puis, oui, on anime différents types d'ateliers, que ce soit des conférences, des formations, des activités interactives, toujours dans le but de sensibiliser sur les réalités autochtones. Donc, aussi des projets et outils de sensibilisation. Donc, comme vous avez vu la capsule vidéo qu'on a faite avec le Wapikani Mobile, justement, pour venir sensibiliser sur les préjugés, les stéréotypes auxquels font face les Autochtones de manière quotidienne. Puis on trouve que c'est vraiment important, en fait, de sensibiliser, d'éduquer sur ces questions-là, parce qu'il y a tellement encore de racisme, de méconnaissance, de discrimination envers les peuples autochtones aujourd'hui, qui sont justement reliés à cette méconnaissance-là. Je sais qu'on a suivi quand même, voir si dans le cursus scolaire, dans les cours d'histoire à l'école, si elle est modifiée vraiment de manière suffisante et adéquate le rôle et l'apport des Autochtones dans l'histoire du Québec et du Canada. Mais je pense que la plupart des Autochtones sont d'accord qu'en ce moment, c'est toujours pas suffisant. Donc, on a décidé de ne pas attendre, finalement, que ce soit inséré dans le cursus scolaire, puis de venir sensibiliser, notamment dans les écoles, mais avec notre approche spécifique. Tu as dit qu'on pouvait prendre la parole. Oui, allez-y. Je pense que c'est très important au niveau de l'éducation. Je suis surpris que le ministère de l'Éducation du Québec n'agisse pas plus rapidement. Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense que, comme je disais, on essayait de suivre ça aussi, puis il y a déjà plusieurs Autochtones, même des gens. Je pense qu'il y a un comité là, qui travaille là-dessus, notamment Pierre Lepage qui a fait une matérialité, tout ça. Mais qu'il y a quand même un constat général que ce n'est pas suffisant et ce n'est pas encore adéquat pour bien comprendre les réalités, aussi de faire le lien aussi avec les réalités aujourd'hui. Puis nous, c'est vraiment dans une perspective de, si le gouvernement ne peut pas le faire, nous, d'autres groupes autochtones, Mikana n'a pas le monopole là-dessus non plus, mais que des Mikana puis d'autres individus autochtones qui sont impliqués puis qui font de la sensibilisation aussi, finalement, c'est dans cette réappropriation de partage d'expérience et de notre propre réalité en lien avec l'histoire qu'on va nous-mêmes, finalement, aller changer les choses pour l'instant, vu qu'il n'y a pas vraiment suffisamment de changement dans les cursus scolaires. Puis, mais c'est sûr qu'on espère que... Puis ça, on pourrait en parler aussi peut-être demain, comment décoloniser les institutions
d'éducation aussi, mais de comment, au-delà d'insérer l'histoire des Autochtones dans les cours d'histoire, mais aussi de prendre en compte les expertises autochtones dans d'autres domaines, de prendre en compte aussi, de considérer les connaissances autochtones, même si ça ne rentre pas toujours dans un cadre, académique. Puis oui? Juste une intervention concrète, c'est que, en fait, on entend parler des Autochtones que quand ça va mal. Oui. Dernièrement, là, il y a un jeune que tu es, on en entend parler. Mais les bons coups, ça serait bien de les publiciser puis que ça rentre dans nos médias. Nos médias sont assez débiles, on s'entend. Oui, tout à fait. On peut voir ce que tu disais tantôt, le gouvernement, il vient de couper dans la BNQ, là, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement qui se fout de la culture en général, donc... Mais je pense que c'est pas parce que Marie-Christine, tu veux prendre la parole, tu viens de dire quelque chose. Non, mais je veux dire que le ministère de l'Éducation de l'Ontario a justement décidé de valoriser dans ses manuels scolaires la culture et la langue autochtone. Et ils ont nommé plusieurs consultants parmi les chercheurs, etc. Donc, voilà, c'est ce que je dis. Oui, merci pour la précision, parce qu'effectivement, ça dépend aussi de... Il y avait un retard aussi, mais je pense que le gouvernement du Québec devrait s'en laisser. Oui, ça dépend aussi d'une province à l'autre. Certaines provinces sont... fantastique, c'est que ça part de la base aussi. Ça part de la base, et que cette sensibilisation, moi j'aimais beaucoup la personne qui disait, la jeune femme qui disait, oui, j'ai commencé à faire de la sensibilisation, puis à amener de la viande séchée, là, puis des légumes de pain. Puis je me disais, quand on regarde les enfants, on mélange avec toutes sortes de races, déjà, ils sont beaucoup plus ouverts, ils ont beaucoup moins de préjugés. Moi, je suis des enfants dans une école internationale, puis franchement, ça a zéro préjugé, je trouve ça formidable. Mais il faut travailler à ce niveau-là, déjà, à la garderie. Oui, tout à fait. L'école primaire. En fait, le groupe le plus jeune à qui on a donné un atelier, c'était dans une classe de 6e année. Puis là, déjà, il y avait déjà des stéréotypes qui sortaient. Puis c'est pour ça aussi qu'en fait, la vidéo s'appelle « Où sont tes plumes ?» parce que les jeunes nous avaient demandé à moi puis Mélanie, justement, où est-ce que nos plumes étaient, puis pourquoi qu'on n'était pas arrivés dans des habits traditionnels. Puis là, c'est ça, c'est d'expliquer que oui, c'est l'importance de se réaffirmer culturellement, mais de pas non plus d'être réduit à ça pour comme, nous définir en tant qu'Autochtones. Mais c'est intéressant de voir qu'il y avait... c'est ça qu'eux-mêmes avaient déjà quelques stéréotypes, mais qu'il y en avait d'autres qui avaient entendu parler des pensionnats. Fait que ça dépend aussi peut-être de qu'est-ce que leurs parents leur partagent ou c'est ça qui... Fait que c'est vrai que c'est important dès le plus jeune âge de faire de la sensibilisation. Donc, là, en fait, je suis arrivée ici, je ne connais pas vos connaissances, mais j'en déduis que vous avez quand même des connaissances avancées sur les questions autochtones. Mais on trouve toujours que c'est important de faire un rappel sur c'est ça, les réalités de base, donc de rappeler les différents groupes d'Autochtones au Canada, puis comment ils ont été créés, comment ils ont été définis. Pourquoi est-ce que moi, je me définis comme Anishinaabe et non Algonquin, etc. Que c'est un mot qui a été défini par des colonisateurs, mais que dans notre langue, on s'appelle le peuple Anishinaabe. Aussi le nombre de nations au Québec, au Canada, comment est-ce que les frontières coloniales sont venues diviser les peuples. Dans le sens que, par exemple, le peuple Anishinaabe se trouve non seulement au Québec, mais aussi en Ontario, dans d'autres provinces canadiennes, ou aux États-Unis. Puis c'est la même chose avec d'autres peuples qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, même au Mexique. Puis de rappeler aussi qu'au Québec, il y a 11 nations. En fait, je ne sais pas si je peux peser sur play. C'est un GIF qu'on avait fait, qu'on avait partagé parce qu'on utilise beaucoup les médias sociaux aussi pour sensibiliser. Puis là, c'est ça va vite, mais c'est ça en fait. C'est sur Internet? Oui, c'est sur notre page Facebook.
Puis, c'est ça, on sait que les jeunes aussi utilisent beaucoup les médias sociaux, fait qu'on essaie d'utiliser d'autres moyens de... ouais, c'est comme un GIF, je sais pas si vous êtes à l'aise avec les outils. Puis, c'est vraiment comme un très, très court vidéo qui rappelle qu'il y a 11 nations autochtones au Québec, où est-ce que les communautés sont situées à peu près. Puis on trouve que c'est important aussi dans une perspective de reconnaissance du territoire aussi sur lequel on se trouve. Donc, dans quelle région du Québec est-ce que j'habite? Est-ce que c'est sur un territoire traditionnel autochtone, cédé, non cédé? Donc, de tout ça. Oui? Dans l'université en Ontario, maintenant, on a envoyé des messages qu'il faut reconnaître le territoire autochtone sur les sites Internet, même dans les messages des gens. Et moi, je suis tout à fait d'accord, surtout que dans notre cas, l'université, je pense qu'il n'y a pas eu de traité ou quelque chose comme ça, ils se sont emparés du territoire. Mais je me suis dit en même temps, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est... Je ne sais pas, le point de vue... sur la reconnaissance? Oui, mais que ça soit partout comme ça, parce qu'en même temps, je me dis, bon, je m'excuse, mais je pense que certaines universités s'en balancent. Mais ils nous demandent quand même de mettre ça partout. Tu vois, ça devient quelque chose de factice peut-être, ou de bonne foi, mais on ne fera rien de plus. Alors, je me demandais pour vous, c'était comment? Oui, ben là, je ne vais pas parler au nom de tous les Autochtones, mais pour moi, je pense que c'est important quand même d'être dans cette perspective de reconnaissance. Puis là, je dis encore le slogan « décoloniser les esprits », mais c'est sûr que ça doit venir aussi avec un changement de mentalité. Donc, tu sais, comme que ça ne doit pas rester purement symbolique et que ça peut être accompagné de changements de mentalité ou d'actions aussi, de réflexions concrètes qui viennent avec ça. Il y a aussi de présence à l'intérieur des médias, à l'intérieur, par exemple, de manuels d'histoire. Moi, quand j'ai fait mes études, on a commencé par c'était formidable, tu sais, le fameux Canada-Québec qui était tellement d'avance. On parlait des Amérindiens, premier chapitre, après ça, plus jamais. Non, mais plus jamais, dans toute l'histoire du Canada. On l'avait fait, mais c'était déjà une révolution à l'époque. Wow! Alors, imagine ça, si on parle d'il y a 40 ans. Mais ramène ça. Aujourd'hui, c'est comme par exemple l'histoire de Montréal. On dit, mais il n'y avait plus d'Amérindiens. C'est pas vrai, ils étaient là tout le temps. En 1700, il y a 2000 Amérindiens pour 1000 Français. On n'en parle jamais. C'est ça que je montre dans mon livre. C'est de voir la présence est là tout le temps, sauf qu'on n'en parle pas. Jusqu'à la fin, même pour les Anglais, donc dans les colonies britanniques, lors de la guerre entre les Français et les Anglais, soldée par la conquête du Canada, les Anglais appellent, nous on appelle ça la guerre de conquête, parce que ça nous a conquis, mais eux, ils appellent ça French and Indian Wars, dans leur tête. Alors, les Français sont rien sans les Amérindiens. Les Français, ils ne peuvent pas tenir tout le Canada, les forts. Quand j'étudiais ça, on avait tous étudié à l'école la chaîne de forts, puis on nous disait les Français n'étaient pas assez nombreux pour tenir les forts. C'est pas vrai. Ils étaient très nombreux, ils avaient tous les alliés amérindiens qui tenaient les forts avec eux. Donc c'est pour ça que c'était si puissant, que c'était allé si loin, quasiment jusqu'au Pacifique. Fait que ça, on ne le dit pas, mais moi, j'arrête pas de le répéter. Puis quand on écrit notre histoire de l'année jusqu'à. Au moins, là, je vais après ça plus tard dans la période anglaise, mais la période anglaise est très différente de la période française aussi. Ça, c'est une autre chose. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une centaine de parler de ça, mais aussi important, je pense, du point de vue autochtone sur... du point de vue autochtone sur l'histoire, puis comment aussi on se réapproprie certains événements historiques. Puis là, j'ai comme un flashback de que moi, dans mon cours d'histoire en secondaire 4, ça a commencé avec la question autochtone, c'était les premiers contacts avec les Autochtones. Ensuite, il n'y avait plus rien. Puis là, il y avait un petit encadré sur la crise d'Oka. Puis là, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qui s'était passé entre-temps. Puis plus tard, j'ai entendu ma mère aussi dire « Ah oui, la résistance des Mohawks ». Puis elle, c'est de cette façon-là qu'elle définissait la crise d'Oka. Puis ça m'avait fait un déclic de « OK, c'est ça, elle a décidé de nommer différemment que ce qui est communément appelé la crise d'Oka ». Il y avait une question, oui? En fait, moi, c'était une question aussi sur notre discussion d'avant. Moi, je viens d'une autre province, en Colombie-Britannique. Colombie-Britannique. Et donc, oui, je trouve normal
et je suis habituée depuis des années d'ailleurs, de remercier et reconnaître nos hôtes, les Cosmo Sandwich, à l'université. Ça fait des années. J'aime énormément quand il y a un doyen ou un vice-président parce qu'on a une salutation avec un chant. J'ai appris à chanter en faisant partir le son du fond de ma poitrine et pas du haut de la gorge. Et je sais quand il faut dire haut et quand il faut dire bas. Et donc, je trouve que ça n'est pas une volonté politique seulement. C'est-à-dire que quand si on y croit, ben c'est magnifique. Par contre, parfois je m'inquiète de l'invisibilité en dehors du discours historique de nos concitoyens autochtones. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est toujours en train de parler des traités. Et puis alors le début, la gratitude quand on était dans le fort, etc., les guides, les coureurs de bois, voilà, là tout le monde est d'accord. Mais on regarde dans la salle et c'est comme si on avait fait, on a parlé, puis on a dit c'est vraiment dommage maintenant, mais c'est fini les écoles résidentielles, donc tout va bien. Et moi j'aimerais justement voir mes collègues et mes étudiants autochtones qui soient heureux de se montrer comme ça. J'étais très surprise de découvrir que certaines personnes avec qui je suis très amie, à qui je disais ça, disaient oui mais moi je suis quoi culte. Et je disais toi. Moi je suis quoi? Quoi culte. Ok, ouais. Et jamais ça m'était venu à l'idée de dire, de demander à quelqu'un, dis donc toi tu viens d'où et tes parents sont quoi? Et donc 15 ans après, je me suis rendu compte que moi je dis à tout le monde que je suis en France. Et sans aucun problème, mais il y a encore une invisibilité de la présence chez nos collègues, chez nos étudiants, qui, s'ils ne sont pas activistes, et s'ils ne sont pas en train de faire des ateliers, se disent que s'ils réussissent, tant mieux. Je ne sais pas si c'est de la honte, si c'est une espèce de politesse, je ne sais pas. Je sais pas, c'est peut-être parce que, tu sais, comme moi, Mélanie, tu sais, nous, c'est comme notre travail, puis c'est notre mandat. C'est ça, mais que, justement, vu que c'est pas enseigné dans les cours d'histoire, moi, je pense que ce poids-là d'éducation, de sensibilisation ne devrait pas être porté par chaque individu autochtone. Puis c'est comme si on demandait à tous les Québécois de... Mais moi, je n'ai pas beaucoup de cours d'histoire. Mes enfants ont eu 3 ans de cours d'histoire sur les autochtones. Mes étudiants en ont eu aussi. Et en fait, ça a été extrêmement négatif. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus rien entendre. Mes étudiants non autochtones, quand je fais le cours sur le quartier, que je commence à expliquer, ils me disent « Ah non, mais ça, on l'a fait à l'école, ça suffit, on l'a fait 3 fois, on le sait. » Et voilà. Mais je ne pense pas qu'ils ne savent pas. Je pense que c'est la réduction au discours historique dans une société où le discours historique est difficile, que ce soit sur les autochtones ou sur n'importe quoi, où du coup l'autochtone devient un objet archéologique. Et c'est pas vrai, ce sont nos voisins. Oui, non, tout à fait. C'est pour ça, je pense que c'est important de faire le lien entre l'histoire, en fait, d'essayer de séparer comme l'histoire et quand on entend comme deux blocs séparés, mais de voir quand même le lien de comment cette histoire-là a encore ses effets aujourd'hui, puis que les autochtones vivent encore des enjeux aujourd'hui à cette histoire-là, puis de justement pas avoir cette mentalité que les pensionnats, c'est fini, autochtones, question réglée, vous devriez être contents maintenant, puis... Parce qu'elle est là ma question, que j'essaie de poser depuis tout à l'heure. Pourquoi vous ne faites pas de la sociologie? Pourquoi faire un cours d'histoire? Parce que je me demande si le cours d'histoire passe, en tout cas je peux vous dire qu'avec les étudiants ça ne passera pas. C'est-à-dire l'histoire, ils n'y vont pas. Ils n'en veulent pas. Oui, et ils ont l'impression. Ils vont dire l'archéologie, si je fais de l'archéologie, je vais aller alors que la justice sociale, alors que la justice sociale, ils se battent le contact. Je pense qu'il y avait des questions. Je propose qu'on écoute on parle pas comme si vous avez une question, mais ça m'intéresse trop parce que ça m'intéresse vraiment qu'est-ce qu'elle dit. Aussi, j'ai écouté. OK, on peut passer aux questions.
par la suite. Donc, c'est important pour nous c'est ça, de rappeler les réalités de base. Donc, comme on expliquait tantôt, la présence autochtone au Québec, au Canada, à travers l'Amérique aussi, de rappeler c'est large, le contexte socio-historique, puis ça, je suis consciente aussi que c'est une histoire que vous connaissez très bien, mais souvent, quand on vient présenter, par exemple, des médias qui abordent des questions sur les problématiques dans les communautés, puis que là, les gens voient seulement les symptômes sans connaître le contexte qui est quand même complexe derrière ça, donc le contexte socio-historique, puis aussi toute l'histoire des politiques d'assignation des éléments historiques qui sont venus largement affecter la vie et les droits des peuples autochtones. Puis notamment, ça c'en est 3 parmi d'autres, mais donc 3 quand même qu'on a identifiés. Donc c'est sûr la loi sur les Indiens, les pensionnats autochtones, la rafle des années 60. On parle aussi des politiques de stérilisation dans lesquelles aussi les femmes autochtones ont été surreprésentées. Donc il y aurait sûrement d'autres éléments à ajouter à cette liste-là. Donc effectivement, la loi sur les Indiens. Je pense que la raison pourquoi j'en reparle tout le temps, c'est que moi je me définis comme étant une militante féministe des causes autochtones. Puis j'ai toujours ce souci-là, en fait, à chaque fois que je réalise que les politiques d'assignation, que l'histoire, en fait, davantage, particulièrement affecté, l'aspect genré des politiques d'assignation qui ont davantage affecté les femmes autochtones. Je trouvais ça intéressant qu'on parle aussi de la gentilité, le point de vue autochtone sur une période historique. Puis moi, je me suis toujours questionnée aussi sur le point de vue des femmes autochtones aussi, lors des premiers contacts au courant de l'histoire. Puis souvent, il y a aussi une image un peu romantisée des premiers contacts avec les femmes autochtones, et je dirais même érotisées, sexualisées, et qui viennent forger certains stéréotypes d'objets sexuels face aux femmes autochtones, puis que finalement, ça a des liens directs avec les hautes taux de violence qu'elles vivent aujourd'hui. Donc, la loi sur les Indiens, c'est sûr, c'est un élément parmi tant d'autres qui a affecté davantage les femmes, certainement par ces articles discriminatoires de la transmission du statut indien. Donc, pour faire rapidement, avant 1985, les femmes autochtones qui mariaient un autochtone perdaient leur statut, ne pouvaient plus rester dans leur communauté. Donc, finalement, de favoriser la transmission patrilinéaire du statut autochtone, aussi d'interdire des femmes de se présenter comme chef de leur communauté quand il y a eu la création des conseils de bande. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce regard genré, si je peux dire, sur comment est-ce que la loi sur les Indiens, d'autres éléments de l'histoire ont affecté particulièrement les femmes autochtones. Quand on parle aussi des pensionnats autochtones, une histoire que j'imagine que vous connaissez bien aussi, là, les pensionnats dans lesquels les enfants entre 5 et 17 ans aussi avaient des rôles spécifiques, puis il y avait des rôles genrés, mais plus d'une perspective là, occidentale, mais aussi de la perspective de placer des femmes dans la sphère privée, et c'est venu aussi affecter les femmes autochtones. De réaliser aussi que les pensionnats autochtones ont encore des effets aujourd'hui, puis ma génération, et en fait ma génération plus jeune, on connaît tous au moins une personne dans notre famille ou dans notre parenté qui est allée au pensionnat autochtone, puis ça nous affecte tous directement ou indirectement. Et finalement, c'est ça la rafle des années 60, c'est donc après la période des pensionnats, cette période où est-ce qu'il y a eu un nombre disproportionné d'enfants dans les années 60 qui ont été placés
Donc, le gouvernement a questionné les aptitudes parentales des familles autochtones. Puis, donc, il y a eu un nombre disproportionné d'enfants autochtones qui ont été placés dans des familles non autochtones et pour qui le lien avec la culture et la langue a été coupé aussi. Donc, c'est comme une espèce de continuité, en fait, des conséquences du régime des pensionnats. Et une situation, en fait, qui a toujours lieu aujourd'hui de par la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de protection de la jeunesse. C'est comme un tout autre sujet sur lequel on pourrait passer à discuter plusieurs heures. Puis, qui fait, en fait, toute cette histoire-là qui fait aussi que ça vient teinter, en fait, beaucoup des relations, qui fait qu'il y a vraiment encore du racisme, de la discrimination systémique envers les Autochtones, encore aujourd'hui, que nous, on considère que c'est même imbriqué encore même dans des institutions officielles, des organismes, des entreprises. On pense notamment à tout ce qui est la question de l'appropriation culturelle, Djinungava. Je ne sais pas si vous avez vu, vous aviez été au courant de cette polémique-là avec Djinungava, qui utilisait donc des symboles inuits, mais puis qui prétendait en fait avoir développé le marketing visuel du gin avec les Inuits, puis que c'était fait avec des herbes traditionnelles du Nunavik. En fait, c'était même pas vrai, puis les Inuits ont jamais travaillé en collaboration avec Djinungava. Les rendez-vous du cinéma québécois aussi, avec toute la polémique du film of the North. Puis aussi, en ce moment, j'imagine aussi que vous avez vu dans les nouvelles qu'au Québec, il y a présentement une commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, justement, pour voir comment est-ce qu'il existe encore des pratiques discriminatoires dans les services publics et qui affectent les Autochtones. Puis c'est toujours, en fait, des sujets très, très, très sensibles d'aborder ça. Puis ça aussi, on pourra en parler, parce que dès qu'on sort le mot racisme, les gens comme souvent, c'est comme « oh ». Puis, en fait, c'est de plutôt d'avoir cette auto-réflexion sur comment, de manière institutionnelle, systémique, le racisme, la discrimination se perpétue envers les Autochtones, puis que c'est lié à toute l'histoire, parce que justement, le racisme a été transmis par toute l'histoire coloniale, puis c'est en lien direct avec tout. Donc, les enjeux auxquels font face les Autochtones et qu'on entend parler dans l'actualité. C'est pour ça que Mikana aussi travaille vraiment dans une perspective aussi de réappropriation de nos voix, de reconnaissance de nos droits et de redéfinition de nos relations, donc de nos voix donc autochtones. On est beaucoup par la vision du par et pour. Aussi de rappeler aussi cet aspect important de toute cette question, que c'est aussi dans une perspective de respect de droits fondamentaux, de droits ancestraux, de droits collectifs, qui sont reconnus par différents outils juridiques à différents niveaux, puis aussi d'amener toute cette réflexion-là sur comment est-ce qu'on peut finalement améliorer, redéfinir, décoloniser nos relations suite à toute cette histoire. Puis, donner peut-être un peu des exemples, là, parce que je ne vais pas prétendre que Mikana est comme une initiative de réappropriation de nos voix, parce qu'en fait, nous, on veut vraiment, on est une organisation qui vient tout juste de commencer, puis on est en train de justement développer nos partenariats, nos projets. Puis un de nos projets, c'est justement de former des jeunes ambassadeurs Mikana, donc de former des jeunes autochtones qui vont pouvoir aussi aller animer des ateliers dans les écoles, dans différents endroits, puis en même temps de partager des témoignages inspirants par rapport à leur parcours, puis d'essayer aussi d'humaniser tous ces enjeux-là, puis de montrer qu'il y a des personnes aussi derrière ces questions-là. Puis parmi d'autres, il y a des tonnes d'initiatives de réappropriation de nos voix. On peut penser par exemple
I Don't Know More, qui a été en quelque sorte une réappropriation de la voix populaire autochtone, parce que souvent, en fait, un élément déclencheur j'ai-tu encore dit ça? Ouais. Un élément déclencheur du début du mouvement, c'est, je me rappelle, le 6 décembre 2012, c'est quand que des chefs autochtones ont essayé de rentrer dans la Chambre des communes pour aller dénoncer le projet de loi C-45, qui était le projet de loi Omnibus qui a été le déclencheur d'I Don't Know More, qui était dénoncé par les fondatrices là, du mouvement. Et de voir à la télé des chefs autochtones, en fait, qui ont essayé de rentrer dans la Chambre des communes, mais qui se sont fait expulser par les gardes de sécurité, même s'ils étaient, qui étaient pacifiques. Donc, ils sont avec leur tambour, chant traditionnel, puis ils se sont fait expulser, refuser, en fait, de participer à la discussion, au débat sur le projet de loi C-45, qui allait avoir d'énormes impacts sur les droits ancestraux, sur les territoires des peuples autochtones. Puis, je sais que pour moi et d'autres personnes, ça a quand même été un choc parce que les chefs souvent, sont supposés être ceux qui nous représentent. Donc, même ceux qui nous représentent ne réussissaient même pas, eux, à avoir une conversation avec les députés, avec le gouvernement. Donc, imaginez comment on se sent, nous, entre tout ça, les femmes, les jeunes, la population de base. Donc, je me rappelle que cet événement-là a été un événement déclencheur d'I Don't Know More, puis finalement, de rappeler aussi qu'il n'y a pas seulement la voix officielle des dirigeants, mais que finalement, dans les communautés autochtones, vraiment, il y a une diversité de réalités, il y a une diversité de voix, puis que c'est important de prendre en compte aussi la voix populaire et aussi peut-être celle de personnes qu'on entend le moins parler, puis je pense encore une fois aux femmes autochtones et aux jeunes autochtones. Et c'est ce qui a inspiré, moi je ne l'ai pas avec nous aujourd'hui, mais un premier court-métrage qu'on avait fait, moi et Mélanie, sur justement la vision des jeunes autochtones, sur l'autodétermination, pour montrer que c'est pas seulement des chefs ou des représentants officiels qui peuvent avoir une opinion sur ces questions politiques, mais que les jeunes aussi peuvent avoir leur vision des choses par rapport à tout ça. Puis on parle aussi donc de réappropriation de nos voix, par exemple au niveau de la réaffirmation identitaire, culturelle. Donc Mélanie n'est pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle aura la chance d'en parler davantage demain, mais elle aussi, dans sa vie de tous les jours, elle travaille pour le projet Destination à Montréal, qui est un projet de création d'ambassades culturelles autochtones à Montréal. Donc, ce serait comment un lieu physique qui est supposé ouvrir en 2018. Donc, ce serait vraiment quelque chose d'important à Montréal. Je pense qu'il se passe quand même quelque chose à Montréal en termes de... peut-être qu'on est en retard sur d'autres villes au Canada ou ailleurs dans le monde, mais je pense que Montréal est tranquillement en train de travailler justement sur la reconnaissance de la présence autochtone de plusieurs milliers d'Autochtones, en fait, qui habitent sur l'île de Montréal. Même Justin Picard avait dit à Montréal, en fait, c'est la plus grosse communauté autochtone. On est, je ne sais plus combien de milliers, mais on est vraiment une communauté autochtone importante. Puis, comment est-ce qu'on peut, justement, aussi, dans des milieux urbains, valoriser notre voix, notre identité, nos cultures, puis en avoir accès aussi. Et Wapikani Mobile, on en parle aussi souvent parce qu'on a travaillé avec eux justement pour la création de la capsule qu'on a faite. Puis, sachant que l'image des Autochtones, et notamment aussi des femmes autochtones, a été sabotée à travers les médias, aussi le cinéma mainstream, le cinéma hollywoodien, c'est important aujourd'hui que les Autochtones aussi puissent se réapproprier cette image qui a été sabotée. Et je pense que Wapikani, c'est un excellent exemple de ce type de réappropriation, dans le sens que ce sont des jeunes autochtones qui ont des mentors qui les aident justement à réaliser des courts-métrages sur des thématiques, sur n'importe quelle thématique qui les préoccupe, qui les intéresse de leur point de vue. Puis je pense que c'est vraiment intéressant aujourd'hui de pouvoir regarder des courts-métrages
réalisés par des Autochtones avec un point de vue autochtone et qui valorise aussi le témoignage des expériences spécifiques des Autochtones. Puis d'ailleurs, je vous invite à aller voir le site web du Wapika de Mobile qui ont environ 800 ou 900 films réalisés par des jeunes Autochtones, beaucoup au Québec, mais aussi dans le reste du Canada et dans d'autres pays des Amériques. Puis, c'est important, je pense, de faire le lien entre tout ça, puis aussi la reconnaissance de nos droits. Puis, quand on parle de droits, c'est pas nécessairement... souvent, les gens pensent tout de suite droits territoriaux, etc., mais c'est tellement large. On parle aussi de droits culturels, droit à l'identité, droit à l'éducation dans sa langue, etc. Parmi des mouvements, je pense, importants souvent, vous parliez tantôt de... Quelqu'un mentionnait que les médias parlaient souvent des Autochtones quand il y a quelque chose de négatif qui se passe. Moi, je pense qu'une manière intéressante aussi de s'en tomber non plus dans un discours naïf qui ne prend pas en compte les enjeux, les injustices vraiment graves qu'il y a eu dans les communautés, c'est d'amener ça d'une perspective de valoriser la résistance et les initiatives de personnes autochtones justement pour le respect de leurs droits. Donc, par exemple, quand on parle des femmes autochtones, c'est intéressant de parler du mouvement des femmes autochtones qui existe depuis les années 70, les différentes luttes dans lesquelles elles ont été impliquées pour faire reconnaître leurs droits, leur expérience avec l'ONU dans la reconnaissance de leurs droits, puis aussi d'essayer de valoriser leur point de vue ou même leur connaissance qui a été transmise oralement sur, par exemple, le rôle des femmes dans les prises de décision politiques avant la colonisation, etc. Donc, c'est comme, par exemple, c'est vraiment super inspirant d'écouter, par exemple, Hélène Gabriel de parler de tout ça. La question des enfants autochtones, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles dernièrement, il y a quand même quelques mois, mais le Tribunal canadien des droits de la personne a émis un jugement historique et il a reconnu en fait que le gouvernement fédéral est discriminatoire envers les enfants autochtones en termes de services de protection de la jeunesse et en termes d'accès à des services, à des soins de santé. Puis, justement, tout ce qui est en termes du sous-financement chronique de ces services-là, puis aussi des compétences fédérales, provinciales qui chicanent souvent, puis qui fait en sorte finalement que ce sont les enfants qui sont moi je cherche le mot qui vivent les conséquences de tout ça. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe de Jordan. Jordan, c'était un enfant autochtone, je pense qu'il était au Manitoba. Puis, il y avait une maladie grave qui nécessitait des soins à domicile. Puis, le fédéral puis le provincial se chicanaient à savoir qui allait payer la facture. Puis, finalement, pendant cette chicane-là, l'enfant est décédé. Puis, finalement, qu'est-ce que la Cour a reconnu, c'est que c'est le principe de Jordan, c'est que l'intérêt de l'enfant devrait venir avant toute chicane de juridiction et de paiement de facture. Et la question aussi de la Déclaration des droits des peuples autochtones, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones en 2007 et qui le Canada n'avait pas signé initialement. C'est seulement en 2010 qu'il a décidé d'adhérer à la déclaration. Et c'est seulement en 2016 que le gouvernement a affirmé qu'il était prêt à la mettre en œuvre de manière significative, de l'insérer dans la législation canadienne. Encore une fois, on ne sait pas encore comment ça va être fait de manière concrète. On ne sait pas encore si c'est seulement des paroles, si les paroles vont être suivies d'actions concrètes, mais je dirais que c'est quand même un outil important que je sais que beaucoup de gens vont dire qui n'est pas vraiment utile parce qu'elle est juridiquement non contraignante, mais selon moi, c'est quand même une source de droit hyper importante, puis même un cadre de référence sur comment est-ce qu'on peut appliquer justement ces droits-là dans différents milieux.
dans une perspective là, de respect des droits des peuples autochtones. Et tout ce qui est en lien aussi sur comment est-ce qu'on redéfinit nos relations à travers tout ça, donc suite à tout le contexte socio-historique, tous les mouvements de respect des droits autochtones, la guérison, la réappropriation des voix autochtones, puis comment est-ce qu'on peut aussi redéfinir les relations, non seulement entre autochtones, mais aussi entre autochtones et allochtones. Et c'est une question donc, qui est beaucoup ressortie pendant la période de la Commission de vérité et réconciliation qui, justement, faisait lumière sur la période des pensionnats, dans lesquels les survivants des pensionnats ont été invités à partager leurs témoignages, les traumatismes qu'ils ont vécus dans les pensionnats, mais comment est-ce qu'on peut aussi guérir collectivement, s'assurer que ce type de situation ne se répète pas d'une autre manière, comment aussi est-ce qu'on peut réparer cette histoire-là, puis redéfinir nos relations suite à tout ça. Puis il y a des gens, je sais, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le terme réconciliation. C'est comme s'il y avait déjà eu une relation bien construite, mais qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce terme-là ou de la manière que c'est amené. Tu sais, souvent, on voit dans l'image publique que c'est présenté comme un spectacle, un divertissement, etc. Puis, aussi, c'est ça, des beaux discours, mais comment est-ce que concrètement, c'est quoi concrètement la réconciliation? Comment est-ce qu'on peut vraiment appliquer des actions qui vont changer les mentalités, puis rendre nos relations plus égalitaires? Puis, quelqu'un me parlait du gouvernement de l'Ontario tantôt, donc non seulement dans des cours d'histoire, au primaire, secondaire, donc le cursus inclut déjà les questions autochtones, mais eux, en fait, ont décidé de suivre l'appel à l'action 57, donc de la Commission de vérité et réconciliation. Il y a 94 appels à l'action qui en sont ressortis. Et l'appel à l'action 57, c'est sur la formation obligatoire, notamment des fonctionnaires sur les compétences culturelles, sur les réalités autochtones, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et en Ontario, toute la fonction publique de la province est obligée de recevoir une formation sur les réalités autochtones. Donc, ils ont décidé d'appliquer concrètement cet appel à l'action. Je crois que ce serait vraiment intéressant que d'autres provinces, que même au niveau pan-canadien, cet appel à l'action et d'autres appels à l'action soient appliqués de manière concrète. Donc, tantôt, je parlais des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le mot réconciliation. Il y a des gens qui vont utiliser davantage le mot décolonisation parce que là, ça en prend davantage en compte toute l'histoire coloniale qui teinte nos relations, puis comment est-ce qu'on peut se décoloniser de l'esprit, mais aussi de voir plus d'une perspective organisationnelle ou institutionnelle, comment est-ce qu'on peut décoloniser, par exemple, une université. Puis comment est-ce qu'on peut décoloniser nos relations, sachant qu'il y a quand même des dynamiques de relations qui puissent exister suite à cette histoire-là. Fait que je pense que c'est en fait des réflexions intéressantes qui sont vraiment faites puis qu'on espère du moins peut-être aborder demain dans le cadre de la table ronde sur la décolonisation de la recherche, la création, le développement de partenariats. Là, c'était vraiment de présenter aussi, c'était quoi, plus des exemples d'actions concrètes, plus de qu'est-ce qu'on aime présenter, nous, en termes d'exemples de réappropriation de voix, d'initiatives de respect de nos droits, des initiatives concrètes pour améliorer, redéfinir nos relations. Donc, les exemples qu'on a donnés dans les revendications qui existent pour carrément changer le système. Donc, on a vu le jugement du Tribunal canadien des droits de la personne grâce à Cindy Blackstock par rapport aux enfants autochtones, la Commission de vérité et réconciliation, peut-être plus à une petite échelle, la réconciliation, le rapprochement des peuples,
Donc, il n'y a pas seulement Mikana qui agit avec cet objectif-là. Je sais qu'il y a une organisation qui s'appelle Racines canadiennes qui font aussi des projets de rapprochement de jeunes autochtones et non autochtones, le Cercle Kisis à Québec, avec qui on est en lien aussi. Et justement, comment est-ce qu'on peut réfléchir à la lutte au racisme et à la discrimination raciale à différents niveaux. Et encore une fois, là, je reviens au niveau municipal, au niveau des gouvernements provinciaux aussi, pas penser que c'est seulement au niveau fédéral. Puis encore une fois, je rappelle l'exemple de la commission d'enquête qui a lieu en ce moment, que je pense que c'est important de suivre de très près, là, de voir qu'est-ce qui va ressortir en termes de relations entre les services publics du Québec, le gouvernement du Québec et les Autochtones. Puis peut-être en termes d'ouverture là, sur la discussion de demain, donc on va avoir une table ronde peut-être sur réfléchir sur c'est quoi la décolonisation, comment est-ce qu'on peut définir des approches, des actions concrètes en termes aussi de développement de partenariat, puis de peut-être savoir s'il y a des principes de base, justement, est-ce qu'on peut s'entendre sur des principes de base, sur comment est-ce qu'on peut justement les appliquer, notamment en apprenant, en comprenant, en étant ouvert à d'autres perspectives, quand même différentes des nôtres, de respecter, d'écouter, parce que je pense qu'en termes de réconciliation, souvent c'est présenté justement comme... Là, j'ai cette image de Justin Trudeau avec son manteau de cuir et de franges qui est au canot, qui dit « je fais la réconciliation », mais c'est comme cette image de spectacle de la réconciliation romantisée, mais que aussi la réconciliation ou la décolonisation, c'est aussi quelque chose qui ne sera pas nécessairement facile, qui va impliquer des chocs d'idées, des chocs de culture, mais que c'est pas grave, puis que justement, d'aller outrepasser ces chocs qui puissent exister, puis justement, c'est de cette manière-là qu'on va avancer. C'est ça, puis se donner le droit, en fait, de repenser ses outils, ses façons de faire, ses méthodes de travail. Par exemple, les formulaires, stratégies de communication, les comités aviseurs, politiques, etc. Est-ce qu'il existe des méthodologies autochtones, recherche, etc.? On pourra en parler demain. Puis aussi de voir aussi comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration à long terme, par consensus, de prendre le temps de créer des relations de confiance aussi. Je pense que c'est vraiment important aussi. Et en fait, j'allais terminer avec la capsule, mais on l'a déjà présenté. Je ne sais pas si le PowerPoint va être disponible, mais on y a partagé quelques références de lecture, des films à écouter, le site web du Wapikoni, Espace autochtone, CBC Indigenous, 8e feu. On invite aussi vraiment les gens à écouter aussi, lire, faire des lectures, écouter des films aussi faits par des personnes autochtones d'une perspective autochtone. Et ça va me faire plaisir demain de continuer la discussion, la réflexion, peut-être en se penchant davantage sur le développement de partenariats. C'est quoi la décolonisation? Comment est-ce qu'on peut décoloniser la recherche? Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez maintenant des questions, commentaires sur tout ça. Oui.